Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce podcast dédié à la responsabilité sociale des entreprises. Dans le dernier épisode, nous avons vu que les consommateurs sont de plus en plus engagés dans leur démarche d'achat. Nous assistons à une réelle quête de sens. Chacun désire être acteur du changement, moteur d'une transformation positive de la société. Ces comportements entraînent de réels changements et le phénomène s'est vu amplifié par la crise sanitaire. Les entreprises sont donc directement impactées par les prises de position des consommateurs et une réaction est attendue de leur part. Quels sont les choix des marques? Quelles approches ont-elles privilégiées? Nous répondrons à ces questions en compagnie de Stéphane Popescu, CEO de Cause 361, agent spécialisé dans l'accompagnement RSE des entreprises de mode. Bonjour Stéphane. Bonjour. Nous avons vu que les consommateurs sont de plus en plus engagés dans leur démarche d'achat. Nous assistons à une réelle quête de sens. Comment les marques répondent-elles à ces exigences depuis le confinement? Avant de répondre directement à votre question, je vais peut-être faire un retour en arrière concernant déjà avant la crise de Covid, parce qu'il y avait déjà des signaux forts de trois types. Tout d'abord géopolitiques, qui ont beaucoup perturbé les relations commerciales, à savoir notamment la guerre en Syrie, qui a fortement affecté tous les prochains ports. Le Brexit, bien sûr, sur le niveau commercial, qui crée pas mal d'incertitudes. Et enfin, la guerre commerciale au niveau de la Chine et des États-Unis. Deuxième signaux fort, entre guillemets, qu'on a eu, c'était l'environnement, avec notamment en France le vote de la loi AGEC, le 11 février de cette année, et ainsi que le projet d'affichage environnemental au niveau français, ou alors le fameux Product Environmental Footprint au niveau européen. Troisième signal fort, au niveau sociétal. Donc ça fait, sur notre marché, sur la filière Modelux, cela fait déjà 10 ans que le chiffre d'affaires baisse. On a une baisse en tout de 15% en 10 ans. On assiste aussi à une déconsommation de plus en plus raisonnée, on va appeler de sobriété responsable, où les consommateurs ne veulent plus acheter n'importe quoi ou n'importe comment, mais ont de plus en plus de demandes sur des produits responsables. Et en même temps, on voit aussi au niveau national et international une montée de l'activisme, type Extinction Rebellion par exemple avec la Fashion Week, ou alors le mouvement pour les jeunes emmené par Greta Thunberg. Donc ces trois signaux forts étaient déjà présents avant la crise du Covid et ont fortement joué pendant. Et donc ces signaux se sont exacerbés avec la crise sanitaire de la Covid-19 ? Tout à fait, ça s'est exacerbé, ça s'est aussi transformé, ça a permis d'accélérer en fait les enseignements de la crise. Tout d'abord, il y a une énorme prise de conscience des entreprises, des faiblesses structurelles de certains business models suite à l'arrêt brutal en fait de l'activité. Tout d'abord au niveau commercial, le fait que certaines entreprises avaient un très faible taux de digitalisation, du coup n'avaient aucune rentrée d'argent puisque les magasins étaient fermés. Que la dépendance digitale est devenue clé. Une prise de conscience aussi sur la dépendance aux approvisionnements asiatiques, puisque du jour au lendemain, certains pays ont carrément fermé leurs frontières et donc il y a eu une rupture d'approvisionnement qui était assez brutale. Cette dépendance aussi, ces problématiques dans l'approvisionnement, on les retrouve aussi dans le partenariat dans la filière. On s'est rendu compte que le niveau de partenariat dans la filière était vraiment faible parce qu'on a vu des annulations assez abusives de commandes auprès des fournisseurs. Ça, c'est pour la partie approvisionnement. Et pour la partie retail, on a assisté en France à des conflits assez importants entre tous les retailers et commerçants et les bailleurs locatifs, notamment le fait de payer ou pas les bails. Autre point fort de prise de conscience, c'est notamment là c'est plus structurel, c'est la forte remise en cause du sens au sein des metteurs sur le marché. Alors ça touche plusieurs sujets, mais que ce soit sur le sens propre de chacune des marques, la mission on va dire, que ce soit dans le rythme des Fashion Week par exemple, que ce soit sur les approvisionnements, la répartition du sourcing, avec notamment la poussée du Made in France, et enfin le besoin d'avoir une offre de plus en plus durable. Du côté des citoyens, comment la prise de conscience est-elle traduite ? En sens, elle s'est traduite de deux façons. Tout d'abord, cette quête de sens, entre guillemets, de réflexion avec leur marque qui s'est de plus en plus développée et qui s'est traduite après dans leurs achats. Donc on l'a vu notamment en période durant le Covid, un fort soutien de la part des citoyens et des consommateurs du coup aux marques qui avaient un business model vertueux et qui faisaient des actions vertueuses, enfin durables. On l'a vu aussi au niveau plus local avec un fort soutien à l'économie locale, aussi bien sur les magasins de mode, surtout l'univers de la food en fait, avec les restaurants qui ont pu faire des livraisons emportées, avec tous les agriculteurs qui ont pu aussi écouler leur stock grâce à ces soutiens-là. Et enfin, c'est sur la partie soutien, sur la partie pression, on a vu une augmentation de la pression sur les marques pour plus de transparence et plus d'action en fait responsable de la part de la marque qu'elle publicitait. Et pour aller un petit peu plus loin, est-ce que vous pourriez partager avec nous une initiative vraiment marquante de cette période ?
Bien sûr, donc moi, il y a une initiative que je trouve vraiment très symbolique, c'est le groupement Savoir-faire ensemble. Savoir-faire ensemble, c'est quoi? C'est en fait de l'industrie textile française qui s'est regroupée avec des marques comme notamment le slip français pour pouvoir collaborer en pleine crise sanitaire pour répondre à la problématique de la pénurie de masques. Et donc, on a eu tout l'outil industriel français, enfin quasiment une bonne partie de l'outil industriel français textile qui a collaboré ensemble pour mettre en place une chaîne d'approvisionnement de masques made in France pour pouvoir répondre à l'urgence sanitaire du fait que on n'en avait pas assez pour tout le monde. Et là, c'est un très bel exemple pour moi. Enfin, c'est l'un des tout premiers exemples de ce que j'appelle une action collective à but sociétal, où là, on a eu des industriels qui parfois sont concurrents sur le même marché et qui ont décidé de collaborer ensemble avec toute la filière pour pouvoir répondre à cet enjeu sociétal de crise sanitaire. Et donc là, le premier des enseignements que Savoir-faire ensemble a emmené, c'est vraiment de faire redécouvrir notre capacité à collaborer et à résoudre des challenges sociétaux ensemble. C'est un message très positif pour l'avenir et pour les problématiques qu'on discute en ce moment de relocalisation, de réindustrialisation, d'innovation, d'emploi. Donc c'est vraiment pour moi l'initiative clé, Savoir-faire ensemble, qui est encore en marche aujourd'hui et qui va continuer, à mon avis, à changer un petit peu le paysage de notre filière. Effectivement, c'est une très belle initiative qui témoigne de cette belle prise de conscience. Et donc, précédemment, vous avez aussi évoqué l'univers du luxe. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire l'impact de la crise dans ce secteur? Peut-on vraiment parler d'une prise de conscience aussi? Exactement, dans ce secteur aussi, il y a une prise de conscience qui se traduit par deux tendances fortes. Alors, tout d'abord, une accélération des stratégies RSE des leaders. Donc, par exemple, Kering et LVMH, qui sont déjà très avancés sur le sujet, ont encore accéléré. Mais ce qui change, c'est qu'il y a une prise de conscience accrue du besoin de collaborer sur des sujets clés, des sujets qui sont souvent systémiques. Et donc, peu importe la taille et la puissance, on va dire, commerciale, financière de l'entreprise, on a besoin de collaborer avec tout l'écosystème. Par exemple, si on prend le cas de figure de l'impact environnemental produit, on en parle beaucoup en France sous l'affichage environnemental produit, un petit peu un équivalent, on va dire, demain du Nutri-Score qu'on a sur la food, mais pour le textile. Les grandes entreprises et les petites aussi commencent à collaborer de plus en plus, notamment sur le projet européen qui s'appelle le Product Environmental Footprint. Ça, c'est la première des tendances. La deuxième tendance, c'est effectivement une remise en cause au sens large des business models. Ça va des réflexions comme faut-il avoir encore des Fashion Week? Certains pays, certaines capitales les ont carrément éliminés. À faut-il revoir le rythme de collection? Dans les collections même, on assiste aussi à une augmentation de l'offre de produits durables au sein de ces collections-là. Au niveau de la communication, ça touche beaucoup de réflexions autour de ce qu'est la communication responsable vs le greenwashing. Et enfin, une réflexion un peu plus profonde sur le modèle économique même pour transiter vers un modèle circulaire. Donc, qu'est-ce qu'un business model circulaire aujourd'hui et comment créer des produits vraiment circulaires? Nous avons beaucoup parlé ici des réflexions stratégiques des marques, mais qu'en est-il vraiment des développements opérationnels? Est-ce que les deux facettes sont vraiment cohérentes? Alors, on assiste effectivement à plus en plus de cohésion entre ces deux visions. Tout d'abord, la réflexion stratégique et comment elle se traduit de manière opérationnelle. Quand on a parlé un peu plus tôt de quête de sens, en fait, sur le business et les valeurs des entreprises, ça se traduit par quoi aujourd'hui? De plus en plus, ça se traduit par des entreprises qui décident de devenir ce qu'on appelle des entreprises à mission. Donc d'inscrire la mission dans leur statut, ce qui les engage à respecter effectivement cette mission-là, grâce à la loi qui le permet maintenant. Et c'est vraiment un développement qu'on avait déjà un peu vécu sur certaines entreprises, mais de façon très éparse avant le Covid. Et là, avec le Covid, il y a vraiment de plus en plus de réflexion, voire de passage à l'acte, pour inscrire cette mission-là dans les statuts des entreprises. Il y a bien sûr, comme je l'ai dit, l'augmentation de l'offre durable. Donc de plus en plus de collections sortent avec des produits durables et on n'en entend de plus en plus parler. Au niveau des matériaux, il y a aussi pas mal d'innovations, que ce soit sur les matériaux recyclés, de plus en plus de produits recyclés qu'on retrouve effectivement dans la filière mode et luxe, mais pas que. On le retrouve dans la lunetterie de plus en plus aussi, mais aussi ne serait-ce que l'eau en bouteille, tout simplement avec Evian et leur dernière bouteille par exemple, recyclée et recyclable. On a aussi l'innovation sur les matériaux biosourcés, alors attention aux problématiques de biodégradables derrière bien sûr, et aussi sur les matières naturelles où on est de plus en plus à garantir un approvisionnement de ressources gérées durablement. D'accord. Quels conseils pourriez-vous donner aux entreprises qui souhaitent elles aussi entamer une démarche durable? Quels sont les dangers et les écueils à éviter? Le plus gros des dangers, c'est de ne pas être très cohérent dans sa stratégie. Donc il faut d'abord rester cohérent et ensuite agir aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours et peu d'actions et je pense que le marché attend vraiment que les entreprises agissent. Donc moi, je synthétiserai ce conseil par 4 points clés.
Tout d'abord, quand on souhaite se lancer dans une stratégie RSE, il faut d'abord identifier ses priorités durables. Ça veut dire quels sont d'un côté les impacts de mon entreprise au niveau environnemental, au niveau social, quels sont les gros impacts pour pouvoir mesurer et prioriser quels sont mes impacts. De l'autre côté, quelles sont mes valeurs et le sens de mon entreprise pour mettre ça en adéquation, ce qui va nous donner une stratégie qui sera non seulement cohérente, qui sera réaliste et surtout qui doit être aussi mesurable. Donc une fois qu'on a une stratégie qui est cohérente, réaliste et mesurable, maintenant on va pouvoir engager sa communauté dans la transformation de son entreprise et pour pouvoir trouver des solutions communes. Donc ça veut dire quoi sa communauté ? Il y a forcément ses collaborateurs en numéro un, mais il y a aussi toute sa chaîne de valeur, tous ces fournisseurs qui nous aident à créer des produits. Il y a bien sûr des experts comme Cause 361 et d'autres qui vont vous accompagner à accélérer tout ça. Il y a aussi bien sûr ses clients, on l'a parlé un peu plus tôt, qui sont fortement engagés et qui demandent aux marques de s'engager sur le sujet. Et il y a aussi, comme je l'ai dit avec l'initiative Savoir-faire ensemble, les concurrents qui peuvent aussi, sur des sujets systémiques, être non plus des concurrents, mais des partenaires. Et donc voilà, donc une fois qu'on a sa stratégie qui est cohérente, réaliste et mesurable, qu'on a engagé sa communauté, le troisième point, on va pouvoir enfin aller agir. Agir, et pour moi, je conseille toujours à nos clients d'agir pas à pas, à tous les niveaux de l'entreprise, sur chacun des métiers, d'agir par la politique de petits pas. On n'est pas obligé de faire des grands pas, on va dire, tout le départ, il faut démarrer. Par contre, il faut être tout le temps dans la progression par rapport à son rythme à soi, son histoire et ses collaborateurs. Donc une fois qu'on a mis en place la stratégie, qu'on a engagé sa communauté, qu'on a commencé à agir, là, on peut commencer à communiquer. Et je parle bien de communication et non de marketing. Donc communiquer de manière transparente pour expliquer ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le fait, clair bien sûr, et vraiment pas dans un objectif marketing dans un premier temps. C'est vraiment deux choses différentes, mais le gros piège qu'on a aujourd'hui, c'est de tomber dans du greenwashing sur des actions qui sont pas forcément très très claires ou très très quantifiables. Donc voilà un petit peu les 4 points clés: identifier ses priorités pour en faire une stratégie cohérente, engager sa communauté, agir pas à pas et communiquer de manière transparente, claire et cohérente. Merci beaucoup. C'est vrai que la transparence est un point vraiment clé dans ce sujet pour les entreprises qui ont envie de s'engager dans de telles démarches. Nous avons vu que l'impact de la crise sanitaire a été fort et réel pour les prises de conscience des entreprises. Quelles évolutions pouvons-nous espérer à l'avenir ? Suite à cette crise, effectivement, la prise de conscience est bien là. Et on a déjà, à titre personnel, chacun a pris conscience et a commencé à changer. Et à titre professionnel, les sociétés sont en train, comme on l'a vu, de s'organiser. Donc on est de plus en plus, on va passer d'une ère où les entreprises traduisaient leurs engagements par des initiatives plus ou moins diverses et variées, à une ère où les entreprises vont s'engager sur une stratégie d'impact. Donc comme on l'a dit, maintenant on est capable de mesurer les impacts, de s'animer sur des sujets qui sont transversaux. Si on parle de l'environnemental, voilà, on sait qu'on a vu que tous les gouvernements et les organisations internationales se sont objectivés sur une réduction d'impact carbone et des choses comme ça. Aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir mesurer tout ça à l'échelle d'une entreprise, voire même bientôt à l'échelle d'un produit. Donc on est capable de s'engager sur une stratégie d'impact qui va contribuer de manière mesurable à agir sur ces enjeux environnementaux et sociaux, et le tout avec une communication cohérente et transparente. Donc dans les 5 à 10 prochaines années, c'est vraiment ce à quoi on va assister, passer d'une stratégie d'initiative, c'est un petit peu ce qu'on a vécu ces 10 dernières années, mais qui n'était pas forcément mesurable et capitalisable, à une stratégie vraiment d'impact qui va vraiment nous permettre de résoudre les challenges qu'on a au niveau international, aussi bien qu'au niveau très local. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ces informations et ces conseils aux entreprises aussi qui souhaitent entamer de telles démarches. Alors vous l'avez entendu, prise de conscience environnementale, quête de sens, demande d'utilité, recherche d'une consommation plus raisonnée. Les consommateurs sont aussi des citoyens qui donnent le tempo du changement. Alors pour répondre à ces attentes, garantir leur pérennité, les entreprises sont obligées désormais d'accélérer la mise en place d'actions RSE concrètes et surtout pertinentes. Alors, pour répondre à toutes ces attentes, garantir leur pérennité, les entreprises sont obligées d'accélérer aujourd'hui la mise en place d'actions RSE concrètes et pertinentes, et ça peut aller jusqu'à remettre en cause un business model. La crise du Covid n'a fait qu'accélérer le mouvement de cette tendance de fond, et c'est vrai que face à des consommateurs de plus en plus exigeants, l'approche transactionnelle ne suffit plus. C'est aujourd'hui, les entreprises et les marques ne pourront plus revenir en arrière.
Elles devront être utiles, transparentes, mais aussi rassurantes, protectrices, et surtout avoir un réel impact sur la mutation de la société. Tous les professionnels de l'optique lunetterie sont concernés, les industriels, créateurs, distributeurs, les opticiens. Le Silmo n'a d'existence qu'à travers l'engagement de tous ces professionnels, et c'est pourquoi nous vous invitons vraiment à partager votre propre expérience, mais également à nous faire part de vos attentes, vos questionnements, en participant à l'étude que nous menons actuellement et que vous pouvez retrouver sur le site web de Silmo Next. Cette étude nous servira de socle pour alimenter cette réflexion dont je parlais en introduction sur les différents sujets et thématiques de la responsabilité sociétale des entreprises, et par là nous permettre de construire ensemble une démarche RSE pour toute la filière. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouvel épisode de cette série de podcasts consacrée à la RSE et l'optique lunetterie. Alors, pour ne rien rater, inscrivez le site web de Silmo Next dans vos favoris. Vous y trouverez tous les contenus passés, mais également les prochaines étapes et les prochains rendez-vous de ce grand projet. À très vite.